écoutez, le dialogue, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Entre des personnes qui dialoguent, comme entre vous et moi, n'est-ce pas? Nos deux positions s'ouvrent l'une à l'autre, je le souhaite, n'est-ce pas? Parce qu'il y a justement cet écart en jeu qui fait que je continue à vous parler au lieu de me replier sur moi-même. Je pourrais dire, bon, j'arrête, n'est-ce pas? Non. L'écart maintient l'autre en regard. Parce qu'il n'y a pas de question de pouvoir, normalement. On a choisi cet endroit-là, qui est un endroit de culture, de dialogue, mais pour la réalité, vous avez plusieurs niveaux. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de question de pouvoir. Bon, ce soir, ce n'est pas moi qui gère ce pouvoir-là. C'est ça que je voulais simplement indiquer. Par contre, la question de la langue est essentielle, puisque une culture, dans son caractère local, je l'ai évoqué, c'est d'abord sa langue. La langue est quand même la première, disons, dimension d'une culture. Alors, la question des langues plus locales, plus nationales, je dirais, elle m'échappe un peu. Ce qui me paraît par contre important, c'est la littérature par rapport à la langue. Parce qu'au fond, la littérature a pour vocation d'explorer, d'exploiter, de déployer les ressources d'une langue. Pour moi, l'écrivain, c'est ça qu'il fait. C'est quelqu'un qui explore et exploite les ressources d'une langue. Alors je dirais que, entre les différentes langues par rapport en France, alors je ne connais pas le cas de l'alsacien et ce qu'il y a de la littérature alsacienne, mais disons que ce à quoi je suis le plus attaché, c'est pas qu'il s'agisse de classer hiérarchiquement les langues, mais si je prends le français, on va pas alsacien, le breton, le breton, je dirais qu'il y a eu Proust en français et non pas en breton. C'est-à-dire au fond que une langue se déploie à la mesure des écrivains qui la défendent, c'est-à-dire l'activent, l'exploitent, etc. Donc si vous voulez, une langue est grande de tout ce qu'elle a justement laissé déployer de ressources en elle. Par exemple, le provençal a une tradition poétique, de Félibrige et tous ces poètes du XIXe siècle, qui fait que le provençal a une ampleur de langue. Je ne fais pas le cas d'alsacien. Et les femmes, alors, elles n'ont pas de pouce chez les femmes, il n'y avait pas de culture, donc les femmes n'existaient pas. Non, mais je pense que voilà, on a exploité cette question pour laisser un peu de temps aux autres. J'ai dit, voilà. Bonsoir, M. Julien. Vous êtes philosophe impeccable. Parce que vous avez dit beaucoup de choses ce soir. Et je cite vos mots. Identité, fécondité, de ressources, focalité. Je donne un exemple. Notre langue, l'allemand, standard, est notre héritage ancestral, rhénan. La citation sur le monument qui commémore les morts, place de la République, vous ne connaissez pas, mais les gens ici le connaissent, c'est à nos morts. Donc le nôtre d'identité. Oui, à nos morts. C'est pas aux morts. C'est à nos morts. C'est bien une identité géographique même. À l'Alsace, l'Alsace n'est pratiquement jamais citée quand on parle des Corses. Breton, catalan, mais même catalan, ou basque. Mais l'Alsace, on n'en parle pas. Vous voyez, quand on parle de la Corse, comme exemple. Maintenant, le dialogue. Vous avez parlé de dialogue mou. Vous préférez les clashs. Moi, je veux dire une chose. Non, mais non, vous préférez quelque chose. Un clash, c'est quand même... Maintenant, ce soir, M. Herman, en introduction, n'a accepté aucun dialogue. Parce que tous ses propos sont bien définis et irrévocables. Donc, il n'y a aucun dialogue dans ses propos. Et je peux vous assurer qu'en Alsace, nous sommes en alerte constante depuis plus de 150 ans. Ce qui concerne notre identité. Merci. Merci, c'est bien si vous étiez né il y a 150 ans. Bravo à vous. Si je n'ai pas parlé spécialement d'Alsace, parce que je savais bien que vous avez ça en tête, c'est ce qu'on appelle une lacune organisatrice. Bonsoir, je suis professeure et j'ai quand même un petit doute sur votre concept d'écart.
Et je me demande s'il ne faudrait pas ajouter à l'écart autre chose. Je vais prendre l'exemple des élections. Il y a beaucoup d'écart en Alsace entre le vote à Strasbourg et le vote ailleurs, etc. Et en fait, moi, je me dis, mais les gens qui ne votent pas comme moi, je ne les rencontre pas. Et là où j'habite, c'est très homogène. Donc cet écart, il ne se produit pas. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi une inclusion je ne sais pas. Alors le terme que je mettrais en face d'écart, c'est rencontre. Mais on ne rencontre que parce qu'il y a de l'écart. Donc je dirais, et en rencontre, il faut l'entendre ce terme, n'est-ce pas? Rencontre, c'est contre. Hein. Gegen, ça c'est des langues rencontre. Mais on ne rencontre que parce qu'il y a de l'écart. L'écart de la vérité. Donc je crois que écart ne dit pas tout, évidemment, du commun possible. Mais écart met en garde contre le semblant du semblable, met en garde contre le narcissisme de la différence, et écart rend possible la rencontre. Comme j'ai dit qu'il fallait de l'écart pour qu'il y ait du dialogue, pour que le commun du logos puisse apparaître, il faut qu'il y ait de l'écart entre ceux qui parlent. Je dirais que l'écart est la condition de la rencontre. C'est ce qui fait que, prenez l'exemple, encore une fois, je reviens à l'exemple du couple, n'est-ce pas? C'est la différence entre relation et rencontre. Quand deux personnes se rencontrent, c'est là qu'il y a l'intérêt, qu'il y a le désir, que quelque chose se noue, et puis après, la rencontre est rabattue en relation. Absorbée, l'altérité est perdue. La rencontre, moi, est important comme terme à penser par rapport à l'écart, parce que la rencontre maintient l'autre en regard. La rencontre est habitée par l'autre, alors que la relation range l'autre. Range l'autre, c'est l'expérience, si je dis ça de façon, disons, un peu prosaïque, c'est le risque du mariage, n'est-ce pas? C'est que la rencontre se range en relation et perd l'altérité de l'autre. Parce que l'autre, si vous voulez, c'est un terme qui est un terme limite, l'autre. Puisque l'autre, dès qu'on entre en relation avec lui, il n'est plus l'autre. Il est, comme on dit, aliéné. On a perdu l'autre. Donc la question, c'est de maintenir justement la rencontre sous tension. Et ce qui maintient la rencontre sous tension, c'est l'écart. Ah oui, dans un couple, il faut de l'écart. C'est pas seulement la phrase de Montaigne, quand Montaigne dit se prendre et se quitter à secousses, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. C'est que justement, pour qu'un couple se maintienne un temps dans son commun de couple, il faut qu'il y ait de l'écart entre les deux personnes du couple qui maintiennent cette tension. Écart entendant donc une distance se maintient, ce qu'il appelle d'une façon l'extime par rapport à l'intime, une extériorité de l'intime, l'extime, et en même temps que se maintienne l'autre en regard. La condition du couple, je crois, c'est ça. Pour maintenir la rencontre active, intense, que le commun du couple soit dans cette intensité, il faut qu'il y ait un écart qui soit... Il y a un mot en français très beau, c'est entretenir le couple. Entretenir, tenir l'encre. Par écart, entretenir. Vous faites évoluer beaucoup parce qu'entre l'Alsace d'un côté, le couple de l'autre. Bonsoir monsieur. Je suis Michel Matou, j'ai été enseignant-chercheur un peu en France, beaucoup en Allemagne, un peu en Pologne. J'aimerais rester sur cette histoire d'écart parce que je crois que nous avons encore beaucoup à apprendre sur le point. J'aime beaucoup l'idée de dire seul l'écart comme une frontière. D'ailleurs, permet la rencontre. Cela filtre les idées, les rencontres, ou ça y fait obstacle, ou c'est une zone de contact. Ça me plaît bien. Ce qui m'a plu aussi, c'est que vous dites, en poursuivant la rencontre, on arrive au partage. Mais là, j'ai eu l'impression que vous vous limitiez au partage de l'être. Ce qui explique d'ailleurs les réactions un peu que vous avez eues ici, et vous en aurez probablement d'autres encore ce soir. Pourquoi n'avez-vous pas poussé jusqu'au partage du faire, puisque celui-ci vous aurait probablement amené à traiter de la cohésion, un point que le président Herman nous avait annoncé ce soir. Alors, vous n'êtes pas juste. Parce que vous parlez d'explorer, d'exploiter. Si c'est pas du faire, ça, qu'est-ce que c'est? Non, justement, ressources appelle le faire, et pas un faire
lié à des biens qu'on posséderait, mais un faire justement qui active le potentiel. Donc pour moi, les termes que j'ai proposés ce soir sont des termes justement actifs. Je dis défendre notre culture, c'est l'activer. Donc on est dans le faire. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que l'écart aille avec la frontière. Non. La frontière est encore en termes de rangement, de différence, d'assignation, donc d'être. Parce que le propre de la pensée de l'être, c'est qu'elle assigne. Or, l'écart n'assigne pas. Il ouvre une distance qui met en regard. Donc, il permet justement qu'il y ait un vis-à-vis. Un vis-à-vis. Donc, il n'y a pas la délimitation qui se ferait par définition. On définit les frontières, on les délimite sur la carte. Il y a au contraire quelque chose qui s'ouvre et qui est un entre de l'échange, un entre du débordement de la parole, j'ai dit du dialogue, enfin, qui permet la rencontre. Donc je crois que nous avons effectivement à sortir de la langue de l'être, différence, identité, du rangement, mais que la langue de l'être implique la frontière, la délimitation, l'horizon, disons, de définition. Alors justement l'écart défait la frontière, parce que maintient notre regard et ouvre de l'antre, donc du passage. Je peux avoir une précision? L'écart est immesurable. Moi, je pense qu'au contraire, les écarts tels que vous les concevez sont incommensurables. Ça ne veut pas dire que le dialogue ne peut pas exister, ça veut simplement dire que le dialogue mène à l'absurde. Non, mais prenons des exemples, encore une fois, les plus simples. Je parlais de l'écart entre parents et enfants, qui n'est pas donc de l'ordre de la différence, qui rangerait les parents dans leur grand âge, les enfants dans leur bas âge, mais de l'écart qui met en regard deux âges différents qui font qu'il y a commun de la famille. Parce qu'il y a, par cet écart des âges, un commun d'expérience à promouvoir entre ces deux âges. Je prends l'exemple du couple, je prends l'exemple de la famille. Donc, si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est que cette dimension de en tension, donc d'opératoire, l'encre est opératoire. Parce qu'il n'est pas de l'être, justement. Parce qu'il n'est pas de l'ordre de l'être, donc de l'en-soi, de la propriété, de la définition, de l'assignation, de tout ce qui donc définit, et quelque part fixe, immobilise, crée de l'identité, de l'idem. Non, vous passez. Vous vouliez pas parler? Madame au fond. Oui, Philippe Vianon. Je suis là. Université de Strasbourg. De revenir sur votre opposition entre identité et ipséité. Moi, je travaille beaucoup sur l'identité numérique. Et donc, en vous écoutant, je me disais, est-ce qu'il existe une ipséité numérique? Donc, je vous pose la question, on peut la formuler autrement. Quelle place donnez-vous au numérique pour travailler l'écart